Donc, premier point, c'est un petit slide avec une jolie carte du monde sur les origines des cyberattaques. Donc ça concerne essentiellement le quatrième trimestre 2016. Donc on voit que dans le top 5, voilà, dans les origines, on a tendance à croire que ça vient essentiellement des pays de l'Est, de la Russie et autres. Quand on regarde réellement ce qui se passe, c'est essentiellement les États-Unis, le Brésil qui est rentré dans le top 5 cette année, la France, l'Allemagne et puis le Royaume-Uni, donc qui sont en violet sur la carte. Et ensuite arrivent essentiellement les pays asiatiques, donc l'Inde, la Chine, les pays scandinaves, la Turquie, l'Italie, l'Espagne, et puis en Amérique du Sud. Donc voilà, les attaques sont pas uniquement faites par des Russes ou par je ne sais pas qui, mais sont essentiellement réparties dans les principaux pays, voilà, dans le G8, quoi, les pays les plus avancés. Donc notamment la France est assez une surprise. Moi, honnêtement, quand j'ai trouvé ces chiffres, je ne m'attendais pas à ce que ce soit dans le top 5. Mais voilà. Donc quels sont les différents vecteurs d'attaque? Donc ça, on y reviendra un petit peu plus tard, notamment sur tout ce qui est IoT. Donc il y a différents types de vecteurs d'attaque. Donc il y a le device spoofing, c'est grosso modo ce qu'on appelle le spoofing en termes généraux, c'est se faire passer pour quelqu'un d'autre. Donc je me fais passer pour un autre terminal, donc, notamment c'est le cas pour les téléphones, tous les objets connectés. On peut faire ce type d'attaque en se faisant passer pour un objet connecté, en se connectant sur la plateforme cloud qui gère l'objet connecté. La plateforme cloud qui gère par exemple tout ce qui est les magasins d'applications. Voilà, donc ça c'est le device policing qui est en train de progresser. Les identity spoofing, donc ça c'est plutôt les usurpations d'identité, on verra tout à l'heure. L'IP spoofing, voilà, c'est une technique qui a déjà quelques dizaines d'années maintenant et qui est un petit peu en perte de vitesse. Et puis tout ce qui est objets connectés, bots et compagnie. Ça, donc une des principales menaces qui progresse beaucoup, c'est le vol d'identité numérique. Donc ça, c'est quelque chose de très très dangereux, notamment ce qu'on a cité là, le walling. C'est connu en France sous le nom de attaque au président. Le principe, c'est de se faire passer pour le président d'une entreprise et puis d'appeler le service comptable pour se faire virer de l'argent sur un compte à l'étranger en utilisant toutes les techniques de social engineering, donc dire aux gens que ils sont les seuls dans la confidence, que il faut le dire à personne, que c'est totalement secret, que voilà, je vous appelle vous parce que j'ai confiance, etc. Et donc, il y a des tas d'exemples de sociétés qui se sont fait piquer entre voilà, des centaines de milliers d'euros et quelques millions d'euros. Notamment, il y a une affaire connue sur Michelin qui a perdu quelques millions d'euros comme ça. Il y a une campagne d'information du gouvernement français sur ce sujet-là qui essaye de faire en sorte que les gens ne se fassent plus attraper avec des choses comme ça. Donc là, c'est une attaque qui est absolument pas technique, c'est vraiment de la formation des utilisateurs et de faire en sorte qu'on authentifie les gens avec qui on parle. Et c'est vraiment un élément très important. Donc ça, c'est rangé dans la catégorie du phishing, mais pas technique. Il y a d'autres types de vol d'identité. Donc il y a eu un article il n'y a pas très longtemps sur le fait qu'il ne fallait pas faire des photos de soi avec les doigts, puisqu'on pouvait récupérer les empreintes digitales et s'en servir pour se faire passer pour vous. Donc voilà, le vol d'identité, une identité numérique permet de faire tout un tas de choses, d'ouvrir un compte en banque, de se faire passer pour vous, de faire des prêts en ligne à votre place. Et puis quand on est victime d'une usurpation d'identité, c'est très compliqué de prouver que c'est bien soi qui est soi et pas quelqu'un d'autre. Parce que l'autre, évidemment, il dit que c'est lui et qui est lui. Donc il y a également des attaques sur mobile, parce qu'aujourd'hui, on a tous accès à notre compte en banque sur mobile. Donc à partir du moment où on a la main sur un mobile, c'est assez facile d'accéder au numéro de compte, aux applis bancaires qui sont plus ou moins protégés. Voilà, donc attention, voilà, ça c'est quelque chose qui progresse beaucoup et qui demande à être vraiment mis en valeur auprès des équipes et des gens qui ont quelques accès que ce soit. Donc les autres menaces, donc on a beaucoup parlé en 2016 des ransomware, donc
les Petya et autres Loki. Donc voilà, vous avez dit tout à l'heure que certains ont été attaqués par Loki. Loki, c'est un cryptovirus, voilà, qui va crypter l'ensemble des données. Donc il y a une nouvelle innovation cette année, c'est de demander aux gens de diffuser volontairement le virus en échange de la clé de décryptage. C'est une astuce des criminels qui doit certainement bien marcher. Mais voilà, donc faites attention, Loki est en fin de vie aujourd'hui, il est détecté par tous les antivirus, mais il y en aura d'autres et ça ne va pas s'arrêter de sitôt. Donc c'est très, très rémunérateur, donc ça risque de continuer en 2017. On voit également la corruption de tout ce qui est publicité en ligne. Donc par le biais de publicité, on va attaquer la machine de celui qui affiche les publicités. Il y a également des outils qui servent à en gros à cliquer sur vos pubs. Ces outils-là sont essentiellement voilà, sont utilisés pour vous faire passer des fausses pubs et corrompre votre machine. Donc c'est très très, faut pas utiliser ce genre d'outils. Et voilà, faut faire attention à la pub en ligne. Bloquez vos pubs ou voilà, Google, je viens de recevoir encore ce matin une information de Google qui fait très attention à ça et qui analyse les pubs qui passent via son channel, mais il y a d'autres systèmes de publicité qui n'ont pas cette protection. Donc voilà, ça c'est une voie de corruption des machines qui est en progression. Alors l'autre élément essentiel, c'est les objets connectés, ça on en parle beaucoup, beaucoup. Les objets connectés ont l'inconvénient d'être installés, voilà, c'est très, très simple. On prend l'objet, on lui donne un code Wi-Fi, on le place, alors un objet connecté, c'est une caméra de surveillance, un micro, un appareil audio, ça peut être une balance, ça peut être tout un tas de choses. Quand ces objets-là sont mal sécurisés, ben, un pirate peut s'en servir comme, zombie. Donc il prend la main sur la machine, vous vous en rendez pas compte puisque votre caméra fonctionne toujours, votre balance fonctionne toujours, mais elle peut servir de relais pour attaquer d'autres systèmes. Donc les principales attaques qu'il y a eu en 2016 étaient basées sur des réseaux zombies d'objets connectés. Évidemment, personne ne prend la peine de modifier, de mettre à jour ces appareils. Et c'est une vraie vulnérabilité aujourd'hui. Donc aujourd'hui, l'enjeu pour les objets connectés, c'est de prouver qu'ils sont capables de se protéger eux-mêmes et de ne pas servir de relais zombies. Voilà, donc là, on voit qu'en 2003, il y avait 0,08 objets connectés par personne. En 2020, on prévoit près de 7, 6,5 objets par personne. Donc c'est ouais, quelque chose qui est en plein boom. Et la sécurité qui va avec va devoir aussi suivre l'essentiel des choses. Donc, dans les menaces, il y a également, bah, toujours la même chose, donc ça c'est quelque chose qui reste permanent, c'est les failles système. Donc là, faut continuer à mettre à jour, régulièrement vos applications, vos OS et ces failles, il y a eu notamment, récemment encore des articles sur Wikileaks, voilà, sont utilisés par tous les pirates, mais également par les gouvernements. Notamment la CIA qui utilise beaucoup de file system pour infecter différentes machines. Donc eux n'ont pas une volonté de nuire, mais disons que voilà, ça protège contre tout de mettre à jour ces données, ces logiciels, pardon. Donc quelle est la motivation principale des pirates? Bah, essentiellement de se faire de l'argent. Faut pas se leurrer, c'est le principal moteur de toute cette industrie-là et c'est extorquer de l'argent de plein de façons différentes. Donc, soit par le piratage d'un compte en banque et de se faire un virement, mais il y a d'autres manières de faire et c'est une industrie qui est très bien organisée. Donc il y a des gens spécialisés dans l'écriture de code, spécialisés dans la revente de réseaux, zombies. Donc, selon les spécialités de chaque entreprise, puisqu'il y a des entreprises, établies, qui font ce genre de choses, eh ben, on peut acheter un réseau de zombies, de 1000 machines pour aller attaquer tel ou tel truc pour se faire ensuite un virement bancaire ou autre. Donc voilà, la finalité, c'est toujours de récupérer de l'argent et c'est une industrie qui rapporte plus aujourd'hui que le commerce de la drogue. Donc voilà, c'est pas près de. Donc ça permet de recruter beaucoup de gens et d'avoir beaucoup
ressources pour faire ça. Donc il y a un petit schéma sur, la surface du web et notamment le dark web dont on entend beaucoup parler, qui n'est pas accessible avec un simple navigateur. Il faut passer par des systèmes d'anonymisation parce qu'évidemment, la plupart de ce qui est sur le dark web est totalement illégal dans la plupart des pays. Et donc, il faut passer par Tor, qui est un système de cryptage qui permet d'éviter qu'on puisse identifier qui est derrière tel ou tel site. Voilà. Donc, l'autre motivation des pirates, ça peut être d'ordre politique, donc semer le chaos. Donc, il y a eu notamment l'affaire autour des élections américaines, donc par le piratage de boîtes mail, influer sur le le choix du monde sur, voilà, sur les élections américaines, sur les élections françaises à venir également. Voilà, c'est très surveillé par le gouvernement actuel de vérifier que les partis politiques sont bien protégés contre ça. Et à mon avis, on en est encore loin du compte. Donc voilà, on peut semer le chaos. Il y a eu des affaires de l'Estonie. On peut faire des tas de choses. Donc il y a le groupe Anonymous qui est très connu pour faire ça, mais il y a d'autres acteurs qui interviennent sur ce point. Donc eux, leur motivation, c'est pas de faire de l'argent, mais c'est un peu de mettre le bazar dans les démocraties. Donc une autre motivation des pirates, ça peut être voilà, le côté lanceur d'alerte. On va aller faire fuiter un certain nombre d'informations parce qu'elles sont mal protégées, donc notamment les Panama Papers. Ça peut être soit par de l'ingénierie sociale, des gens qui ont accès à un certain nombre de documents et qui vont les faire sortir, soit ça peut être de montrer la vulnérabilité. Donc là, on est plus sur du hacking au sens noble du terme, c'est-à-dire on va aller démontrer une vulnérabilité et puis la rendre publique. Généralement, on la rend publique auprès de l'éditeur en premier, et puis s'il ne réagit pas, on la rend publique en public, grand public. Donc là, il y a, voilà, ça c'est disons le bon côté des pirates, les bons pirates qui vont publier des informations plus intéressantes. Donc différentes techniques utilisées, donc on a parlé des objets connectés, donc ça c'est voilà. Les objets connectés aujourd'hui, on a pour la plupart les mots de passe admin. Donc si vous avez des objets connectés, pensez bien à modifier les mots de passe par défaut. Donc je pense notamment aux Livebox qui sont des objets connectés et qui ont la plupart du temps les logins par défaut. Il y a des attaques qui utilisent ce système-là. Ils sont généralement accessibles que du réseau local, mais à partir du moment où on a le réseau local, on peut rebondir sur la Livebox et s'en servir pour faire d'autres choses. Ça, c'est des attaques qui sont connues. Voilà, la publicité en ligne. Un simple affichage de la publicité, même sans clic, peut permettre d'infecter une machine qui ne serait pas totalement à jour ou avec des choses différentes. Et puis l'attaque force brute qui marche toujours. On essaye les mots de passe, donc les mots de passe admin, test, démo. Voilà, ça marche pas toujours, mais il suffit d'1% des attaques. C'est très facile d'essayer ça sur 1 million de machines. S'il y en a 1% qui marche, ça fait toujours un réseau zombie de plus de 10 000 machines. Donc voilà, faites attention à ça. C'est très important d'avoir des mots de passe forts. Ça, on le répète, c'est pas une tendance 2017, ça c'est depuis très très longtemps. Alors comment se protéger au mieux? Alors voilà, il y a une étude qui dit que 23% des entreprises ont changé de solution de sécurité. Alors j'aime pas tellement le terme solution de sécurité. La sécurité, c'est pas une solution, c'est un process, c'est quelque chose qui doit être remis en cause très régulièrement. Donc penser qu'on va acheter une solution de sécurité, c'est un leurre. On va acheter un nouveau firewall, on va acheter un certificat SSL, on va acheter des tas de choses, mais tout ça sans politique de sécurité, ça sert à rien. Sans formation des utilisateurs, sans voilà. Un éditeur de logiciels de sécurité va protéger contre un certain nombre de choses, mais pas du tout l'ensemble, va pas garantir l'ensemble de votre sécurité. Donc voilà, on retrouve pare-feu, protection des postes, protection des serveurs, antivirus, détection d'attaques. Voilà, donc faites attention aux termes de logiciel de sécurité. C'est un process, la sécurité et pas un logiciel ou un système quelconque.
Donc, quelles sont les mesures préventives principales? Donc là, encore une fois, on va pas réinventer la poudre. Le point essentiel, selon moi, c'est la formation des utilisateurs. Voilà. Loki ne fonctionnait que grâce aux utilisateurs qui étaient devant la machine. On a fait quelques webconférences sur le sujet l'année dernière, donc je vous invite à regarder notre chaîne Webikeo sur laquelle vous pouvez retrouver ces informations-là. Donc voilà, un utilisateur formé ne va pas ouvrir un fichier Word avec des macros et activer des macros quand on lui demande. Il va simplement mettre ça à la poubelle et vous ne serez pas attaqué par Loki. Voilà, mettre des antivirus, des systèmes de sauvegarde externalisés, donc là on prêche pour notre paroisse, mais c'est un des éléments essentiels de protection contre les cryptovirus. Un cryptovirus, avec un bon système de sauvegarde, ben, on restaure les fichiers cryptés et puis on n'en parle plus. Ça prend une demi-journée au bas mot. Quand on n'a pas de système de sauvegarde, ben, on n'a plus que ses yeux pour pleurer. Donc paramétrer les accès utilisateurs, ne donner des accès que aux utilisateurs que en fonction de leurs besoins réels et pas donner le mot de passe d'administration globale à tout le monde. Mettre des mots de passe forts, donc modifier les mots de passe des objets connectés, mettre à jour régulièrement les systèmes d'exploitation des applications et le système de monitoring, ça peut aider également. Donc les 3 points clés, c'est la formation, la sauvegarde et les mises à jour. C'est vraiment 3 points essentiels qui sont à retenir comme mesures préventives. Avec ces 3-là, on se protège de 99 des problèmes. Il en reste toujours, mais voilà. Souvent, voilà, ce qu'on constate dans les entreprises, c'est qu'on n'est même pas à ces 3 points-là. Donc tout ce qui peut se rajouter par la suite, ne fera que mettre, un bandage sur, une jambe de bois. Donc mesures curatives, quand on en est à des mesures curatives, c'est que généralement on a mal respecté les points précédents. Donc quand on est victime d'un ransomware ou d'un cryptovirus, ben, la première chose, c'est d'isoler ça du réseau et ensuite, bah, de restaurer les fichiers, à condition évidemment d'avoir une sauvegarde. Voilà, de toute façon, la priorité, comme dans toute maladie, c'est d'isoler, le malade pour éviter qu'il contamine, le reste, des gens sains. Donc j'ai quelques outils utiles, voilà, donc PWGen, c'est un outil, un générateur de passwords, parce qu'on a souvent du mal à inventer des passwords, donc je vous passe le nombre de passwords qui sont AZERTY, password, le nom d'entreprise, le prénom du chat ou autre. Donc il y a 90% des mots de passe qui tiennent dans une liste de 10 000 mots de passe standards. Donc ça, c'est très facile à vérifier 10 000 mots de passe. On a d'autres outils intéressants qui peuvent être fail to ban, notamment qui permet de bannir une IP si elle fait 3 essais. Donc ça, c'est très très intéressant pour protéger un site web ou des choses comme ça. Des scanners de vulnérabilité, ça peut être utile voilà, si on a un système de vérifier automatiquement des vulnérabilités. Ça peut être vraiment un plus, mais encore une fois, à rajouter par-dessus les 3 points que j'ai cités tout à l'heure. Voilà, donc je vais repasser la main à Stéphanie, sauf si vous avez des questions préalables sur les différents sujets que je viens d'aborder. Et sinon, bah, je reste de toute façon à votre écoute s'il y a des questions à la fin du webinaire par écrit. Et voilà, je vais me connecter de mon côté pour répondre éventuellement à ces questions par le chat. Voilà, pas de questions pour le moment. Je vois personne qui est en train de taper une question. Donc je vais passer la parole à Stéphanie qui va nous présenter un petit peu Kiwi Backup. Merci à vous. Nous voici de retour. Là, donc Sébastien vous a présenté les différents aspects que nous voulions mettre en avant. Pour ma part, donc moi je vais un petit peu vous parler de Kiwi Backup et vous présenter notamment quelques interfaces. Alors dans un premier temps, je souhaitais revenir sur des éléments qui sont très très importants, notamment concernant la sauvegarde, c'est que chaque dirigeant d'entreprise a des contraintes légales vis-à-vis de ses données.
C'est-à-dire que donc on voit, j'ai laissé là l'article du code pénal, l'article 34 de la loi du 6 janvier 1978, qui indique donc notamment que les risques encourus pour un dirigeant d'entreprise s'il ne prend pas les mesures nécessaires à la protection de ses données, bah, risque 300 000 € d'amende et 5 ans de prison. Donc, ce qui est quand même pas négligeable. Voilà, donc ce sont notamment des éléments que vous pouvez mettre en avant auprès de certains clients qui ne semblent pas très au fait et puis qui éventuellement sont un petit peu réticents et se disent: «Oh bah, c'est pas grave, ce sont mes données, je pense qu'il y a que moi». Bah non, en fait, derrière, il y a quand même l'obligation pour le dirigeant de la société de faire attention à ses données et de mettre les mesures qu'il faut. Voilà. Alors donc un autre élément qui est important de mettre en avant, c'est d'anticiper. Alors anticiper, ça permet de faire des économies potentielles pour vos clients, donc notamment sur le temps de reconstitution des données, qui est limité en cas de perte de données. Après, à savoir également quelle est la valeur que vos clients donnent à leurs données. Souvent on dit: «Oui, dans la sauvegarde, c'est comme une assurance, ça coûte très cher, j'en aurais pas besoin». Mais finalement, le jour où on en a besoin, ben, on se rend compte s'il faut par exemple 1 semaine, voire 15 jours pour pouvoir restituer ces données, bah, ça fait une perte qui est relativement importante pour les entreprises. Ensuite, le fait d'avoir une sauvegarde de données permet également de pouvoir négocier derrière avec bah, son assureur, de lui montrer que voilà, je fais tout en sorte pour que ça se passe bien au sein de ma structure, au sein de ma société, et donc de pouvoir éventuellement mettre ça sur la balance. Voilà. En parallèle donc des clients, c'est également intéressant d'anticiper donc de votre côté. C'est-à-dire que vous allez par exemple mettre en place une solution de sauvegarde auprès de vos clients, une solution que vous allez maîtriser, que vous allez donc vous-même installer, administrer, et donc le jour où un de vos clients aura besoin de faire une restauration, bah, vous ne vous retrouvez pas comme ça devant l'écran en train de vous dire: «Mince, déjà, est-ce qu'il y a une sauvegarde? Comment est-ce que ça fonctionne? Qu'est-ce que c'est? Est-ce qu'un jour ça a marché? Est-ce que ça n'a pas marché?» Vous connaîtrez la solution qui est en place parce que vous l'aurez installée vous-même, vous l'aurez vraiment administrée, et donc vous gagnerez du temps, le jour où vous aurez besoin de faire une restauration. Vous n'aurez pas à la fois à gérer le stress du client qui, vous dire: «Ah bah voilà, je veux absolument retrouver mes données dans un temps raisonnable», et en parallèle votre propre stress qui vous dira: «Est-ce que le client avait une sauvegarde? Est-ce que je vais arriver à faire quelque chose?» Voilà, donc je pense que ce sont des éléments qui sont importants et qu'il est vraiment nécessaire de pouvoir anticiper sur ce genre de problématiques et d'éviter bah, du stress supplémentaire. Donc, pour revenir maintenant vraiment sur la technologie de Kiwi Backup, un des éléments que nous mettons régulièrement en avant, pardon, c'est vraiment le fait que notre solution fonctionne donc en incrémental octet. Donc là, on a utilisé un schéma. Voilà, donc ici, on se trouve donc sur le poste du client. Donc sur le poste du client, nous avons un dossier qui fait par exemple 1 giga. Donc la toute première fois, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va prendre le fichier avec la solution de sauvegarde, on va le transférer. Donc il va être crypté pendant le transfert et ensuite il va être stocké sur les serveurs de sauvegarde. À partir de la deuxième sauvegarde, on va extraire les éléments modifiés pour ne transférer que ces éléments-là. Donc ça va à la fois avoir un effet bénéfique sur l'économie de la bande passante et également sur le temps de la sauvegarde. Le fait donc de travailler en incrémental octet. Élément qui est également important, c'est que donc la première fois, on va transférer l'ensemble des données et ensuite que les incréments. Nous, aujourd'hui, on travaille avec notre solution, vous permet donc de conserver au minimum 90 jours d'historique, et surtout qu'il y a un élément qui est très important, c'est à savoir que cet historique n'est pas comptabilisé dans votre volume à vous. C'est toujours le volume source, c'est finalement le volume qui se trouve sur le poste du client qui est pris en compte. Voilà. Est-ce que vous avez peut-être des questions ou, alors Sonia, quand un dossier est signé numériquement et donc ne peut être modifié, comment faites-vous? Donc savoir s'il a été crypté déjà au départ. Je pense que c'est peut-être ça. Oui, on prend tel quel. Est-ce qu'il a été, oui, donc s'il a été crypté dès le départ, on le prend tel qu'il est. Une signature électronique. Il ne faut pas forcément, oui, donc signature, ouais, c'est comme une cryptage. Ouais, donc c'est un signature, fichier pas crypté, mais ça reste un fichier comme un autre. Oui, donc c'est un fichier qui est identique, donc on le traite un peu même comme des visuels, par exemple, où ce sont des données et ce sont les octets qui sont pris en compte.
Il sera jamais modifié. Ouais, donc nous on prend les fichiers tels quels, et notamment c'est ça qui est également très intéressant, et puis surtout très important par rapport au cryptovirus, c'est que c'est arrivé chez certains de nos clients, hein, des clients qui ont eu un problème de cryptovirus, on voit très bien que dans la liste des fichiers sauvegardés, on se retrouve avec des extensions un petit peu bizarres. Et donc à ce moment-là, nous, ce qu'on fait, c'est que l'on restaure les données avant justement c'est de la propagation de ce virus. C'est-à-dire que nous, on prend, même s'il y a des sauvegardes qui ont été réalisées par la suite, nous, on prend les données, on les met sur, on les sauvegarde, on les met sur nos serveurs, et ensuite on les restitue tels qu'ils étaient initialement. On ne va pas faire de traitement dessus. Donc c'est pour ça que les virus ne se propagent pas non plus chez nous. Alors si quelqu'un efface mes data, dites un dossier. Et à ce moment-là, vous avez l'historique qui vous permet justement de pouvoir restituer les données telles à la date que vous souhaitez. C'est pour ça qu'il est important, 90 jours, ça permet quand même d'avoir du recul. Donc là, je vais vous présenter l'interface utilisateur, qui est donc personnalisable, c'est-à-dire que lorsque vous commercialisez par exemple la solution en marque blanche, vous avez la possibilité de personnaliser l'interface qui se trouvera sur les postes des clients. Alors donc on appelle par poste ou par machine, poste fixe, serveur ou poste nomade. L'interface est exactement la même et la solution fonctionne de la même façon, quelle que soit la machine. Donc les éléments qui sont personnalisables, c'est tout ce qui est identifié ici sous Kiwi, donc par exemple le logo, on a ici le numéro de téléphone du support. Et donc comment ça se passe? Vous avez donc une interface qui est composée, celle-là donc de 2 blocs. Un bloc qui se trouve à gauche, sur lequel donc, il y a les différents disques qui s'affichent. Vous avez simplement à ouvrir par exemple le C, et à l'intérieur sélectionner les différents dossiers que vous souhaitez sauvegarder, les glisser vers la partie centrale d'un dossier à sauvegarder. Ensuite, au niveau du paramétrage, on a la possibilité de faire des exclusions d'extensions ou de fichiers, comme par exemple mes images, ma musique. Souvent, ce sont mes vidéos, ce sont souvent des fichiers qui n'est pas nécessaire de sauvegarder. On paramètre l'heure de sauvegarde, et donc tous les jours, à la même heure, la sauvegarde va se mettre en route, et lorsqu'elle se finalise, il y a un mail qui va être transmis pour indiquer si elle s'est bien passée ou pas. Donc justement, c'est ce type de mail-là qui est important pour vous, parce que ça vous permet de suivre les sauvegardes de vos clients et d'être assuré lorsque vous allez chez un client pour un problème, par exemple, de cryptovirus, de savoir que la sauvegarde a bien fonctionné, vous avez bien réceptionné le mail qui vous disait que ça s'est bien passé, et donc vous êtes quand même plus serein. Donc ça, c'est la même interface, mais pour la partie restauration. Donc c'est-à-dire que sur la partie, la qualité de l'écran n'est pas très bonne, je suis désolée. Et donc sur la partie de gauche, vous avez tous les jours pour lesquels nous avons fait une sauvegarde. Vous décidez, voilà, j'ai besoin de restaurer les données telles qu'elles étaient le 10 mars. À ce moment-là, vous choisissez la journée du 10 mars, vous déroulez l'arborescence et vous sélectionnez le dossier que vous souhaitez restaurer. Donc, simplement avec un drag and drop donc sur la partie centrale. C'est-à-dire que l'utilisateur est vraiment indépendant, c'est-à-dire qu'il a vraiment la possibilité de pouvoir restaurer les données lui-même. Voilà. Donc ça, c'était la partie utilisateur, c'est-à-dire la partie qui se trouve sur le poste du client. Et en parallèle, vous, en tant que prestataire informatique et en tant que partenaire de Kiwi Backup, vous avez accès à une interface d'administration. Donc là, vous allez voir qu'il y a un changement graphique qui est très important, parce qu'il y a une nouveauté sur 2017, à savoir que donc, nous sommes en pleine refonte de l'ensemble du système, donc de ceci bien refonte graphique des interfaces d'administration et utilisateur, et en parallèle, une refonte au niveau architecture de la plateforme. Donc là, maintenant, les copies d'écran que vous allez voir sont celles de la nouvelle plateforme. Voilà, donc on se connecte toujours bien à l'identifiant et un mot de passe. Voilà. Et ensuite, vous avez notamment la possibilité de visualiser tous les contrats qui sont enregistrés dans votre espace. Donc pour chacun des contrats, vous visualisez le nombre de machines enregistrées, l'adresse mail de la personne qui va réceptionner les alertes, le nombre de machines allouées et le volume que vous avez attribué à ce client. On a également mis en avant donc, les dépassements de contrats. Donc, par exemple, ici, on a les 2 premiers qui sont encore dans les quotas qui sont alloués, et le 3e client qui est en dépassement. Sachant qu'avec notre solution, le quota est indiqué à but informatif et n'est pas bloquant. Si vous avez un client dans votre espace qui va utiliser plus que ce que vous lui avez alloué, les sauvegardes vont se poursuivre.
vous pourrez dans un second temps réactualiser et puis voir faire le point avec lui. On ne va pas couper les sauvegardes en plein milieu, donc commercialement, c'est absolument pas concevable d'aller chez un client et de lui dire non, je ne vous ai pas sauvegardé vos données parce que vous avez mis trop. Je pense qu'à mon avis, il ne serait pas très ravi. Autre interface, donc le suivi des machines en alerte. Donc ça vous permet de visualiser sur un seul écran l'ensemble des machines pour lesquelles il faut apporter un petit peu plus d'attention et puis voir ce qui se passe, pourquoi elles ne l'ont pas sauvegardé. Et donc ici, on a la personnalisation en marque blanche. Donc vous avez un kit automatique qui vous permet de créer votre propre exécutable en 32 ou 64 bits et également version Mac. Dernière petite copie d'écran, donc c'est le tableau de bord. Voilà, donc c'est lorsque vous vous connectez sur votre interface d'administration, vous avez ce type de graphique qui vous permet de savoir un petit peu où en sont les volumes que vous utilisez, où en sont également les machines des clients qui sont enregistrées dans votre espace, et ça vous permet d'avoir visuellement tout de suite un petit récapitulatif de ce qui se passe sur les comptes que vous suivez. Donc ce sont les quelques copies d'écran que l'on souhaitait mettre en avant, sachant que donc, les copies d'écran de l'interface utilisateur viendra dans un second temps, parce qu'on est en train de travailler encore dessus. Alors, je vois juste donc Michael qui nous demande: possédez-vous l'agrément et hébergement des données de santé? Alors, donc c'est également une nouveauté 2017, à savoir qu'à partir de milieu d'année, nous allons proposer également donc la solution avec effectivement hébergement données de santé, mais c'est pas nous qui avons l'agrément. C'est-à-dire que nous travaillons avec OVH, qui a eu l'agrément l'année dernière, donc HDS, et qui a la possibilité d'héberger, oui, de nous permettre de commercialiser cette solution. Donc on a, oui, effectivement, à partir de milieu d'année, on aura la possibilité de vous présenter et de vous proposer un hébergement des données de santé. Est-ce que éventuellement, moi j'ai terminé pour la partie présentation. On a un petit peu dépassé. On a toujours un petit peu de mal à rentrer dans les clous quand on est lancé. Est-ce que vous avez peut-être des questions, soit sur la première partie qui était plus ciblée cybercriminalité, ou peut-être sur la seconde partie avec une petite présentation très brève de Kiwi, ou est-ce que vous avez d'autres questions de manière un petit peu plus générale? N'hésitez pas à utiliser le chat. Ou éventuellement à me donner vos disponibilités pour qu'on puisse en discuter, vous et moi, on va dire. Ou avec Sébastien, bien sûr. Je ne sais pas si vous avez également peut-être des témoignages à apporter. Est-ce que des informations, c'est toujours assez intéressant de pouvoir échanger sur les expériences des uns et des autres. C'est vrai que le côté interactif n'est pas forcément très prépondérant par chat, mais n'hésitez pas. Merci. Alors, les données sont stockées, dupliquées ou géographiquement. Alors, les données, donc, nous travaillons, pareil, sur notre plateforme, on va dire, de données plus générales, également avec OVH. Donc, OVH a des sites bien sûr en France, sur Gravelines, sur Roubaix et également sur Strasbourg. Donc, c'est historique, hein, depuis le début de l'équipe Backup, on a toujours hébergé des données en France. C'est un parti pris depuis le début, c'est une solution qui est 100% française et on met ça en avant. Donc il n'y a pas de problème justement, notamment avec tout ce qui est Patriot Act. On en entendait parler il y a quelques années, en ce moment on n'en entend plus trop parler, mais au niveau de la sécurité des données, on reste toujours sur le territoire français. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions peut-être qui vous viennent à l'esprit, si vous avez besoin de précision. Ah oui, on n'a pas l'intention de changer. On va bien rester en France, je vous confirme. Si Jean-Jacques, compris. Merci. Très bien, donc nous allons arrêter la présentation. N'hésitez pas à revenir vers nous, également apporter une notation et puis peut-être un commentaire
C'est toujours intéressant de savoir un petit peu ce que les personnes pensent de la prestation et puis de pouvoir bien sûr s'améliorer. Voilà, donc si vous avez, quoi que ce soit, n'hésitez pas, on est là à votre disposition pour vous renseigner. Merci pour votre attention et à bientôt.